Merci Pierre-Michel et merci de m'avoir invité à participer à cette journée qui offre effectivement toute une nouvelle réflexion sur cette question passionnante pour Rodin. Alors, puisque tu as parlé de Mayol, je vais tout de suite vous suggérer d'aller cet été à Perpignan voir l'exposition Rodin-Mayol, une exposition qui est conçue comme un face-à-face entre les deux artistes, un face-à-face permettant d'approfondir la réflexion sur la sculpture. Et l'exposition se terminera par la présentation de ces deux œuvres. Donc vous avez à gauche La voix intérieure de Rodin et à droite Harmonie de Mayol. Deux œuvres qui, au premier coup d'œil, rentrent parfaitement dans cette catégorie du non finito, puisque vous voyez qu'en particulier, elles n'ont pas de bras. En réalité, la situation n'est pas la même, puisque d'un côté, du côté Rodin, nous avons un état qui a été revendiqué par l'artiste en 1896-97, et de l'autre côté, nous avons plutôt un état qui est subi, puisque en réalité, c'est la mort de Mayol qui mettra fin à l'évolution de l'œuvre. Donc ce point de départ devrait nous aider peut-être à mieux comprendre l'approche de Rodin, une approche que moi je voudrais qualifier d'inachèvement actif, pour reprendre une belle formule que Claude-Pierre Pérez a employée à propos de Paul Claudel. Alors, je pense que d'abord, il faut préciser que nous ne confondrons pas, nous essaierons de ne pas confondre le non finito avec l'esquisse. L'esquisse qui est en fait un stade dans le développement de l'œuvre et un stade auquel, parfois, ceux qui viennent ensuite, les ayants droit, donnent le caractère d'une œuvre achevée. Et nous en avons un exemple avec ce torse de l'élève allemande de Bourdelle, torse qui, exactement comme le buste de Malheur par Rodin, est une étude de visage posée sur une espèce de haute base modelée simplement du bout des doigts. Mais voilà que vers 1960, Rodia Dufay-Bourdelle, qui était la fille de Bourdelle, a décidé de faire fondre cette œuvre en bronze, et le fait de l'avoir traduit dans ce matériau qui lui a donné un caractère définitif et fait basculer Bourdelle vers une modernité qui, en fait, n'était pas du tout la sienne. Alors que côté Rodin, vous voyez qu'on est resté simplement au niveau d'un plâtre dans l'atelier. Ne pas confondre non plus avec la figure partielle, et je fais ainsi le lien avec l'intervention précédente. La figure partielle voulue comme telle, vous avez ici le magnifique exemple de la grande iris de Rodin, qui est à l'origine cette figure plongeante qui vient couronner Victor Hugo, et que Rodin, un beau jour, ou à laquelle Rodin décide de donner son autonomie, et à ce moment-là, donc d'une part l'agrandit, d'autre part la redresse, puis l'expose, et l'œuvre, à partir de ce moment-là, prend son envol. La première partie de la carrière de Rodin, avec La Porte de l'Enfer, est marquée par une recherche expressionniste, alors que le milieu des années 90 dans lequel nous nous situons voit une évolution profonde que je serais tentée de mettre en rapport avec la rupture avec Camille Claudel, rupture qui l'a certainement marquée extrêmement profondément. Et les dernières années du siècle sont jalonnées par une série d'œuvres très significatives qui font basculer en fait le travail de Rodin dans un domaine tout à fait différent. Donc avec l'Iris, belle démonstration sur la figure partielle. Rodin disait, en art, il faut savoir sacrifier, il faut savoir se concentrer vraiment sur l'essentiel. Les bras, la tête sont parfois des choses inutiles lorsqu'il s'agit de suggérer donc le dynamisme d'une figure bondissant dans l'espace, ou bien peut-être la sensualité du bas du corps. Avec La Terre exposée en 1896, c'est l'accident qui intervient dans le développement de la sculpture, puisque la belle esquisse en terre cuite que vous avez sous les yeux a dû être accidentée au moment de la cuisson. Vous voyez qu'il y a une profonde crevasse à la taille. Vous voyez surtout que les jambes ont cette espèce de décalage. Rodin a aimé cet état et a donc décidé de le conserver, de l'agrandir, de l'exposer, de le fondre en bronze. Non, je crois que je suis... 1897, il expose le monument à Victor Hugo.
monument auquel il travaille depuis presque une dizaine d'années, qui est encore loin d'être abouti. Vous voyez qu'au niveau du socle, par exemple, au niveau de la base, le lien entre les figures ne se fait pas vraiment, et vous voyez que la voie intérieure n'a toujours pas de bras. Et Rodin, prudent, prend soin de l'inscrire dans le catalogue du salon sous le nom d'étude, de façon à éviter tout commentaire désagréable. En 1898, c'est la Grande Ève. Alors, tandis que Matisse aligne ces quatre dos, qui nous font passer de l'état le plus naturaliste à celui qui est au contraire le plus stylisé, Ève offre la superposition de deux visions de la sculpture qui sont séparées par plus de 15 ans. Ève a été modelée en 1881-82, époque à laquelle Rodin s'efforce d'aboutir à un modelé analytique donnant l'illusion de la vie. Mais le modèle est devenu enceinte, a refusé de revenir poser, et Rodin a donc laissé la figure de côté pour ne la sortir qu'en 1899. À un moment où il ne se préoccupe plus de réalisme ou d'expressionnisme, comme au début de sa carrière, mais c'est maintenant la sculpture elle-même qui est au centre de sa réflexion, une sculpture qui est habitée par un élan vital qui renvoie à la pensée de Bergson. On pourrait dire de Rodin ce que Jankélévitch a dit dans son introduction à un recueil de textes de Zimmel, je cite, « Bergson n'est jamais nommé, mais l'inspiration bergsonienne, invisible et présente, pénètre, traverse, baigne, si je puis dire, tout le volume. » Et il évoque, je continue à citer, « l'idée suivant laquelle le présent n'est en réalité que la limite idéale et intemporelle du passé et du futur, alors que le passé se survit à lui-même dans le présent et se prolonge dans l'avenir. » Fin de citation. L'inachèvement d'Ève, qui est notable dans le travail plus brutal de l'abdomen, dans les boulettes d'argile qui n'ont pas été lissées, dans la présence d'armatures qui renforcent les chevilles, vous pouvez le voir, signifie qu'elle peut évoluer encore et toujours. Et le développement de la figure devient ainsi le sujet même de l'œuvre. Alors, ce développement n'exclut pas, comme nous l'avons vu avec la Terre, des éléments étrangers à la volonté consciente de l'artiste. D'une certaine façon, on peut dire que l'instrument de la création n'est plus maintenant la main qui modèle, mais l'esprit qui reconnaît la puissance ou la perfection d'une forme. Je cite, « Il ne s'agit pas de créer, disait Rodin. Créer, improviser, ce sont des mots inutiles. Il s'agit de comprendre. Le génie ne vient qu'à celui qui comprend, non seulement avec son œil, mais avec son intelligence. » Fin de citation. Ève était désormais en parfaite harmonie avec sa conception de la sculpture, et en 1900, il a envisagé de la mettre dans cette espèce de petit vestibule rond qui introduisait au pavillon de l'Alma, dans lequel se tenait l'exposition monographique qu'il avait organisée en marge de l'exposition universelle. Finalement, il a décidé de ne pas mettre Ève, mais de la remplacer par ce grand nu sans tête et sans main de Pierre de Vissant, qui est en fait une œuvre encore plus fragmentaire. Et 1900, c'est donc cette exposition Rodin, dans un pavillon construit spécialement pour cela. C'est la seule exposition monographique consacrée à Rodin qui a eu lieu de son vivant, et c'est la seule aussi dans le cadre de laquelle a été présentée La Porte de l'Enfer. Alors, dans cette exposition, il y avait plus de 150 sculptures qui étaient pour la plupart des plâtres et qui, comme celle que vous voyez ici sur l'écran, étaient pour la plupart ce que l'on appelle des assemblages, c'est-à-dire des petits groupes formés de deux figures provenant de moules, donc des figures qui avaient déjà une histoire derrière elles, mais que, pris d'inspiration, Rodin rassemble, unifie en complétant avec ce que l'on appelle du plâtre direct, c'est-à-dire du plâtre qu'au moment de prendre, qui est au moment de prendre et auquel on peut donc donner l'aspect d'un rocher, d'une branche d'arbre ou que sais-je, et il les expose donc sur des colonnes qui vont remplacer les socles. Alors, ces plâtres n'étaient évidemment pas destinés à être vendus, mais on pouvait commander la traduction en bronze ou en marbre. Et une grande partie d'entre eux sont donc aujourd'hui conservés au musée Rodin.
Alors c'est dans le cadre de cette exposition qu'a été présentée donc La Porte de l'Enfer, pour la seule fois du vivant de Rodin. Mais comme vous le devinez, puisque c'est une photo ancienne qui n'est pas parfaitement nette, ce n'est pas la Porte de l'Enfer comme nous la connaissons, avec toutes les petites figures qui viennent lui donner son sens, mais c'est une porte de l'enfer décomplétée, selon le terme qui a été employé à l'époque, Rodin ayant décidé à la dernière minute de ne pas remettre en place donc tous ces fameux petits groupes, y compris le penseur, qui est pourtant à nos yeux le cœur de cette porte, le penseur donc qui lui donne son sens. Alors c'est un choix qu'on a du mal à expliquer, si ce n'est que Rodin, qui pendant toute cette fin des années 90 avait été amené à simplifier de plus en plus ses sculptures, à les condenser en quelque sorte, était probablement lassé de cette sculpture beaucoup trop bavarde, beaucoup trop illustrative, qui était celle qui se répandait sur les façades parisiennes, françaises et même européennes à cette époque. Et il revient donc à quelque chose de beaucoup plus simplifié. Alors, si nous revenons à notre point de départ, nous avons donc deux figures, toutes les deux privées de bras. La voie intérieure, vous voyez, n'a même pas de genoux, mais deux figures donc, qui sont l'une et l'autre le résultat d'histoires complètement différentes. Alors, je commence par l'harmonie parce que je n'en reparlerai plus ensuite. Donc, l'harmonie est une figure à laquelle Mayol commence à travailler en 1940. On en connaît plusieurs états. Celui-ci est, je crois, le dernier, qui devient l'aboutissement de l'œuvre, puisque Mayol se tue quelques jours plus tard dans un accident de voiture. La voie intérieure, elle, est née dans La Porte de l'Enfer. C'est à l'origine une petite damnée qui se penche, vous voyez, en cachant son visage dans son bras replié. C'est une figure qui va tout de suite intéresser Rodin, et il va donc la réutiliser un certain nombre de fois pour illustrer Les Fleurs du Mal, dans ce volume de l'édition originale qui appartenait à Gallimard, qui est aujourd'hui au musée Rodin. Puis il la complète, il ajoute des pieds, il ajoute des bras, et elle devient une figure indépendante dont il vend ou donne quelques exemplaires. Et puis il a cette commande du monument à Victor Hugo. Pour donner un peu plus d'ampleur au groupe, il décide d'adjoindre au poète deux figures allégoriques, et pour celle qui va devoir représenter la poésie, il reprend donc cette petite damnée de La Porte de l'Enfer et il la baptise La Voie intérieure en souvenir du recueil de poèmes de Victor Hugo. Et pour pouvoir l'introduire dans le monument, il supprime les bras qu'il avait ajoutés précédemment et il abat aussi le genou pour pouvoir, vous voyez, la coller à la figure de Victor Hugo. Et puis, dans cette maquette, ici, la quatrième, il complète le groupe tant bien que mal avec un véritable morceau de tissu trempé dans du plâtre et avec des bras qui ne vont pas le satisfaire, mais pour lequel donc, le musée Rodin possède plusieurs études. Et au fond, c'est dans cet état que, ne trouvant pas la solution définitive, il l'agrandit, et lorsqu'il la voit telle que vous l'avez ici sous les yeux, donc toujours sans bras, toujours sans genoux, avec les coutures. Les coutures, ce sont ces lignes, vous voyez, qui sont laissées par la juxtaposition des pièces du moule. Il la trouve magnifique et il va décider donc de la conserver telle qu'elle. Donc on peut dire en quelque sorte qu'avec Rodin, l'acte de création change de nature. La validation de la voie intérieure, comme de n'importe laquelle de ces autres figures inachevées ou accidentées, représente désormais un acte fort qui est un choix. Et c'est là que l'on peut parler de l'émotion du statuaire, selon la belle formule employée par Mathias Morart à propos d'une œuvre comparable. Cette femme, disait Morart, est dans la fleur de son modelé. On y voit clairement la pensée, l'écriture même du maître. C'est une œuvre qui n'a été déshonorée par aucun praticien, par aucune retouche. Elle est la première émotion du statuaire, sa vraie œuvre, l'âme de son âme. Mais c'est aussi un acte qui provoque le spectateur. On constate, en regardant la presse de l'époque, que ce genre de figure, a suscité des réactions très vives. Je cite, « Le premier mouvement est celui de l'admiration, une force sauvage et une amère majesté se dégagent de cette œuvre superbe. Mais si l'on me dit « l'œuvre est définitive ainsi et dans toutes ses parties »,
une inquiétude atroce me saisit. Fin de citation. Les mieux intentionnés voient ce qu'ils appellent des espérances dans ces plâtres informes. Je cite, « De tout temps, les véritables artistes ont connu ces nobles angoisses de la gestation intellectuelle, mais jusqu'à présent, les plus fiers génies s'étaient bien gardés de les révéler, sans y être forcés, avant l'œuvre accomplie. » Alors je crois que l'on peut dire aussi que ce choix s'accompagne d'une forme d'insatisfaction. Rodin en arrive là parce qu'il est incapable de trouver la solution pour les bras, et aussi d'une attitude assez passive en ce qui concerne l'interprétation de la figure. Rodin va se laisser porter par elle, et parce qu'il n'a aucune imagination dans ce domaine, lui conserve le titre de voix intérieure qu'elle portait donc pour le monument à Victor Hugo, titre qui laissera beaucoup plus tard sa place à Méditation, à la suite d'une boutade de Rodin qui disait « C'est à dessein, croyez-le, que j'ai laissé ma figure dans cet état. Elle représente la méditation. Voilà pourquoi elle n'a ni bras pour agir, ni jambes pour marcher. » À un moment où Rodin est assisté par un atelier très important, on dit que plus de 50 personnes travaillaient pour lui, et où il est lui-même à l'apogée de son talent, c'est cette dialectique entre deux extrêmes, satisfaction, le choix, insatisfaction, ne pas réussir à finir, ou bien réactivité, passivité, qui est le ressort de cette promesse d'évolution qui est au cœur de la sculpture. L'écart entre l'aspect de la terre que nous avons vu de la voix intérieure ou d'Ève et un banal état de complétude donne à ces œuvres plus de force et de portée en les inscrivant dans une durée qui est le signe de leur vitalité. Et pour vous en donner la preuve, voici ce que l'on voyait au Salon dans les mêmes périodes, la nature se dévoilant devant la science de Barrias ou le Saint-Michel de Frémiette, tous deux au musée d'Orsay. Donc des œuvres qui sont parfaitement finies au sens traditionnel, finies, je dirais, parce qu'elles ont une signification qui est démontrée par la sculpture. La nature écarte son voile pour que l'on voie sa nudité. Le Saint-Michel a son dragon, son épée, ses ailes et tout ce qu'il faut pour qu'on le reconnaisse. Et par ailleurs, elles sont parfaitement finies au niveau de la technique ou de la forme. La nature se dévoilant avait été d'ailleurs voulue comme une sorte de publicité pour les carrières de marbre d'Afrique du Nord. Et sa réalisation a été considérée comme une sorte de véritable tour de force technique à cause du soin que demandait l'ajustage des pièces. Donc, à côté d'œuvres comme celle-ci, il est évident que la voix intérieure est évident qu'elle en est extrêmement loin, et on peut comprendre donc les difficultés du bon public parisien à apprécier, à accepter ce genre d'œuvre. Alors, Rodin, lui, ne se laisse pas du tout décourager. Il était tout à fait convaincu que sa voix intérieure était bien comme elle était, de même que Iris, de même que la Terre ou Ève, et il fit activement la promotion de ces figures. C'est-à-dire qu'il les expose, qu'il donne ou qu'il vend des plâtres, et que, parfois aussi, il fait fondre des bronzes. Ainsi, en janvier 1897, déclare-t-il au prince Eugène de Suède, qui le sollicitait pour une exposition qu'il organisait à Stockholm, je cite, « Je joindrai à mon envoi un grand plâtre, la voix intérieure, auquel il manque les bras et une partie des jambes. Mais l'étude de la nature y est complète, et j'ai mis tout mon effort à y rendre l'art aussi entier que possible. Je considère que ce plâtre est une de mes œuvres le mieux finies, le plus poussé. S'il vous agrée, etc., etc. » Avant d'être présentées à Paris, en effet, ces œuvres sont presque toujours montrées à l'étranger comme s'il s'agissait d'une forme de test. Et la façon dont Rodin laissa la voix intérieure supplanter la terre nous donne un bon exemple de sa façon de procéder. Il avait exposé la terre à Genève au début de l'année 1896 et il la propose à ce moment-là à Woldemar von Seydlitz, qui était le directeur général des musées de Dresde et qui lui aussi organisait une exposition internationale. Rodin ne se souvenait plus très bien de la première sélection qui avait été faite par Troy, qui lui était le directeur de l'Albertinum. Et en février 1996, il renvoie donc une liste comprenant entre autres une femme couchée. Et voilà ce qu'il dit. « Je ne sais si c'est le grand plâtre que j'ai appelé la terre, c'est une belle épreuve, et je tiens cette sculpture pour meilleure. »
Seydlitz lui répond « Femme couchée, j'avais en vue la petite femme couchée sans bras, mais vous avez parfaitement raison que la terre serait à préférer. » On pourrait penser que tout est d'accord entre eux. Mais Troy et Seydlitz vinrent ensuite à Paris, se rendirent au salon, où ils virent donc la voie intérieure avec le monument à Victor Hugo et tombèrent en admiration devant la figure. Et comme Rodin faisait maintenant porter son effort sur la voie intérieure, qui était la nouvelle figure, en laissant un peu de côté la terre, il obtempéra. Et c'est donc la voie intérieure qui alla à Dresde en 1897, puis fut acquise par l'Albertinum, ce qu'il faut souligner, car au même moment, le National Museum de Stockholm, lui, refusait le don que Rodin lui avait proposé du plâtre exposé. Alors, après 1904, Rodin n'expose plus aucune des deux figures. À vrai dire, il oublie la terre, à tel point d'ailleurs qu'il n'est même pas capable en 1913 de reconnaître le bronze que lui-même avait fait fondre et vendu, et qui lui est rapporté pour qu'il établisse une sorte de certificat. En revanche, il fait fondre deux bronzes de sa voie intérieure, dont l'un a orné pendant un certain temps le vestibule de l'hôtel Byron, dont Rodin était désormais le seul locataire, et fut ensuite envoyé à Londres en juillet 1914, exposition donc qui se termina par le don à la Grande-Bretagne de l'ensemble des sculptures exposées par Rodin. Mais entre-temps avait commencé l'exécution du monument à Victor Hugo. La figure de Victor Hugo avait été exposée, traduite en marbre, avait été exposée en 1901, et en fin de compte, elle constitua à elle toute seule le monument inauguré dans les jardins du Palais Royal en 1909. Donc les deux muses qui avaient été commencées n'avaient plus d'emploi et se retrouvaient donc disponibles. La muse tragique que vous avez à gauche est restée dans l'atelier, a donc fait partie de la donation de 1916 et se trouve donc toujours au musée Rodin. En revanche, la voie intérieure avait poursuivi sa carrière. Même s'il la préférait sans bras, Rodin avait fini par la compléter, et c'est sous cette forme, avec ses bras puissants qui accentuent en la prolongeant la torsion de la figure, que l'exécution en marbre avait été commencée. Or, en 1906, un riche Américain, Samuel Colt, avait commandé à Rodin une muse, sans autre précision, en marbre. Comme les deux figures du monument à Victor Hugo étaient devenues disponibles, Rodin proposa à Colt de remplacer cette muse par Another Design. Colt donna son accord en janvier 1907, et c'est donc ainsi que la voie intérieure, devenue muse moderne, traversa l'Atlantique en octobre 1915. Elle avait donc à ce moment-là le statut d'œuvre aboutie, malgré son apparence, et pour nous qui étudions la sculpture, et notamment celle de Rodin, cela la rend particulièrement intéressante, puisque la plupart des marbres tardifs de Rodin ont été exécutés pour le musée, ou bien sont restés dans l'atelier après la mort de Rodin et font donc partie des collections du musée Rodin, et qu'il est difficile de dire si, aux yeux de Rodin, c'était des œuvres complètement abouties ou au contraire en cours d'exposition. Tant qu'en fait on n'a pas la forme de validation que représente l'exposition ou la vente d'une œuvre, il est parfois difficile de statuer sur son état. Colt avait relancé Rodin à plusieurs reprises sans succès, et c'est sans doute l'inquiétude causée par la guerre qui décida Rodin à s'en séparer, la laissant dans l'état où elle était. Il semble en effet, d'après les reçus du sculpteur Matet, que rien n'y avait été fait depuis 1910. Donc, nous retrouvons donc exactement la même chose que pour Ève, 15 ans plus tôt, ou pour le baiser, le grand baiser en marbre, qui avait été présenté au public en 1898, dans l'état où il était resté en 1889, et qui, lui, d'ailleurs, n'est même pas signé. On pourrait donc penser que non finito se confond ici avec opportunisme, ou peut-être avec lassitude, mais la grosse femme accroupie à tête d'iris, exposée à Londres en 1911 et fondue l'année suivante, apporte un démenti formel à cette position.
Vous voyez effectivement que la sculpture présente de nombreux signes qui nous permettent de la ranger plutôt de la côté du non fini. La voie intérieure ou muse surprend le visiteur par une sorte de force primitive. L'impression de puissance que dégage la figure est renforcée par le fait que tout ce qui fait partie de la terrasse ou du support de la figure n'est qu'ébauché, tandis que le nu contorsionné, encore replié sur lui-même, mais beaucoup plus fini, semble se dégager avec peine, tout comme les esclaves de Michel-Ange, d'une sorte de masse originelle avec laquelle il contraste fortement. Même si à la fin de sa carrière, cette façon de faire pourrait s'apparenter à un procédé artificiel, même s'il est tentant aussi d'y voir un peu de facilité, elle repose tout de même chez Rodin sur la conviction, qui se manifeste donc ici dans le marbre, qu'une œuvre n'est jamais achevée, qu'elle s'inscrit dans un processus de renouvellement et d'évolution permanent qui n'est autre que la vie elle-même. L'œuvre est d'ailleurs signée, comme vous le voyez, preuve que pour Rodin, elle était bien finie. Charles Maurice, qui était un proche de Rodin, le souligna dès 1900, je cite, « Ici se livre la seule acception vraie, s'il y en a une en art, du mot « finir », c'est rejoindre la vie qui ne commence et ne s'achève jamais, qui est en développement éternel. Autrement compris, le même mot ne pourrait avoir qu'un sens négatif, le sens de la mort, et c'est bien ainsi que l'entendent inconsciemment les sculpteurs médiocres ou de l'Institut. Ils finissent, c'est-à-dire qu'ils isolent leurs œuvres de la vie, c'est-à-dire qu'ils donnent à leurs œuvres les caractères de la mort. Et Georg Simmel, qui était un grand admirateur de Michel-Ange et de Rodin à qui il envoya ses livres dédicacés en signe de son admiration la plus élevée et au joyeux souvenir de leur entretien, le dit bien à son tour dans l'essai intitulé « L'art de Rodin et la question du mouvement dans la sculpture » qu'il fit traduire en français pour Rodin en 1910 par l'un de ses élèves. Je cite, « Chaque sculpture est saisie à une étape d'un chemin infini qu'elle parcourt sans s'arrêter, et à une étape souvent si précoce que les contours par lesquels elle se détache du bloc sont à peine perceptibles. Et c'est par ce biais en particulier que le principe du mouvement se transmet de l'œuvre au spectateur. L'excitation est poussée à son comble dans la mesure où l'inachèvement de l'œuvre contraint le spectateur à une contemplation d'autant plus intense. » Et ce qui est fort dommage, c'est que nous ne savons pas ce que Rodin a pu penser d'une telle façon de commenter, d'analyser son œuvre. Marque d'une lenteur, d'une insatisfaction qui sont la preuve de la sincérité de l'artiste, mais donc le reflet aussi du rythme qui anime l'univers, le non finito correspond chez Rodin à ce qu'il y a de plus profond, de plus authentique en lui, cette quête d'une forme poussée à l'extrême à la recherche de sa propre expression est perméable à toutes les influences que peuvent exercer sur elle les hasards de la vie. La forme est saisie à un instant de son développement, son élan vital étant suggéré par les marques du travail de l'artiste, les points de basement, les traces de crayon, les trous laissés par l'aiguille ou les éclats produits par la pointe au moment de la taille, qui sont tous très visibles sur notre muse moderne. Léonce Bénédite, qui fut l'exécuteur testamentaire de Rodin et le premier conservateur du musée, l'avait bien compris. Je cite, « On discutera à perte de vue sur le droit qu'a un artiste d'envoyer son œuvre dans l'état d'achèvement qu'il lui plaît de donner. Peu nous importe. Il y a un fait qui est incontestable, c'est l'impression que produisent ces morceaux aux visiteurs sans préjugés et sans parti pris. L'œil se détache difficilement de ces formes qui résument si hautement les palpitations de la vie et il n'ose plus regarder alentour. » Fin de citation. Et pourtant, Bénédite, qui fit faire un certain nombre de fontes d'après des œuvres non fondues encore de Rodin, Bénédite, qui se préoccupa beaucoup de la porte de l'enfer pour lui donner un aspect plus achevé, ne se posa jamais la question de la méditation, dont Rodin avait donné le bronze que je vous ai montré tout à l'heure et que voici à l'Angleterre, effrayée de nouveau par la déclaration de la guerre de 14. Et c'est ainsi que le musée Rodin a été privé pendant plusieurs décennies d'une œuvre qui est considérée aujourd'hui comme si représentative de l'artiste qu'elle a été choisie pour la couverture de ce catalogue Rodin Rediscovered,
la très importante exposition qui a eu lieu à Washington pour l'inauguration de la nouvelle aile de la National Gallery en 1981-82, exposition qui a marqué le renouveau de la recherche sur Rodin. Et c'est aussi à ce moment-là seulement qu'un bronze a été fondu pour le musée Rodin. Il a donc fallu attendre presque 70 ans pour que l'œuvre rejoigne enfin l'artiste, en quelque sorte, et que le musée Rodin lui-même reconnaisse son importance dans la démarche de Rodin. Et je voudrais juste terminer en vous citant ces quelques mots d'un grand artiste contemporain, Bill Viola, qui, il me semble, apporte une parfaite conclusion à tout cela. Voilà ce qu'il dit. « La véritable beauté des êtres humains et des œuvres d'art gît dans leur incomplétude. Cette imperfection, ce caractère inachevé est ce qui donne à la vie son sens. » Merci de votre attention. Merci beaucoup, Antoinette, pour ce bel exposé savant et très convaincant. Et on est évidemment fasciné par ces jeux de complétude, incomplétude de Rodin, que j'ai étudié dans toutes... Et j'ai cherché des principes générateurs d'attitude. Et en fait, il y a aussi un côté arbitraire. Rodin dit, voilà, ça me convient. Et en ce sens, c'est ce que disait ce matin Jérôme, c'est le jugement d'achèvement. C'est une sorte de sic iubeo. Voilà, je décide et c'est mon autorité qui s'exerce sur ce travail. Et voilà. Mais en même temps, si je me souviens bien, il y a parfois des cas où il est dans des transactions. Quand un collectionneur lui dit « vous ne pourriez pas achever ça », alors ça discute et parfois il dit « oui, d'accord » ou alors « non ». Enfin, si je me souviens bien, devant toi, je peux pas... Je prends des risques parce que je te vois faire des yeux ronds. Voilà, ta bibliographie tourne à toute vitesse. Mais c'était des objets parfois de transaction. Donc, ils pouvaient infléchir. Et tu as dit aussi que ça pouvait être une pratique d'atelier, c'est-à-dire oui, que la modularité dont on a vu comment elle pouvait fonctionner dans l'acte de création, c'est quelque chose qu'il pratiquait aussi pour répondre à une certaine exigence de productivité. Donc la vie, c'était aussi la vie de l'atelier, si on veut, pour réunir le côté, l'entreprise, et parce que Rodin était un entrepreneur. Ah oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc tout ça est dedans, d'une certaine manière. Mais on peut dire qu'il y a une arche de décision qui est, je peux décider, oui ou non, de finir ou de ne pas finir. Mais à mesure que la carrière, c'est ça ma question, est-ce que, à mesure que sa carrière se développe et que sa réputation grandit, sa liberté de décider, de dire sic iubeo, elle est de plus en plus forte. Et donc, il se pose des questions à lui-même, mais il n'est plus délogeable de cette attitude de dire c'est moi qui décide de toute façon. Oui, si tu veux, moi je pense qu'effectivement, à un moment donné, Rodin prend la décision et le collectionneur peut dire ce qu'il veut. Au fond, ça ne le fait plus beaucoup bouger. Je pense que Rodin, il faut se dire d'abord que c'est quelqu'un, à mon avis, de très humble. C'est quelqu'un qui accepte à la fois les signes que lui envoie le hasard, comme une sculpture qui se casse, par exemple, ou les remarques que lui font ses praticiens, ça, on en a des exemples, ou les remarques que lui font ses amis écrivains en qui il a certainement confiance. Mais au fur et à mesure que le temps avance, d'abord, Rodin, en fait, va toucher de moins en moins la sculpture. À partir de 1900, je pense que Rodin, pratiquement, n'utilise plus ses mains à la sculpture. Il les utilise à dessiner, et c'est bien comme ça qu'on a aujourd'hui des milliers de dessins de Rodin. Bon, mais l'atelier, lui, continue à produire de la sculpture. Et au fond, le rôle de Rodin, c'est justement ce rôle de décider à quel stade est-ce que l'on s'arrête. Est-ce que l'on poursuit ou est-ce qu'on décide que c'est bien comme ça, comme c'est, j'en suis persuadée, le cas pour cette voix intérieure. Quand Rodin l'a vue agrandie, sans bras, sans genoux, etc., et avec ces fameuses coutures, il a trouvé qu'elle était formidable de cette façon et il a décidé qu'on n'y toucherait plus. Bon, en tout cas pour le bronze, puisqu'on voit bien que dans le marbre, il a au contraire voulu lui donner des bras et qu'il l'a poussé plus loin
ou en tout cas qu'il l'a poussée différemment. Mais Rodin aussi, à un moment donné, je pense c'est un homme, après 1900, est un homme relativement usé, relativement fatigué. Il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Et donc, lorsqu'il ne trouve pas la solution, eh bien, il laisse tout simplement tomber. Et le cas du monument à Victor Hugo est très frappant. C'est prévu comme un monument de 3 figures, commandé par l'État pour le Panthéon, donc une grande commande très importante. Et Rodin en a assez, ne sait plus, après 1900, comment relier les figures entre elles, comment sortir de ce problème du groupe, puisque Rodin, de toute façon, n'est pas un homme du groupe, il est vraiment plutôt un homme de la figure isolée. Et il décide donc un beau jour que Victor Hugo, à lui tout seul, est la poésie, et qu'il est donc tout à fait inutile de lui adjoindre 2 figures allégoriques. Et c'est comme ça donc que les 2 figures allégoriques se retrouvent libres. Voilà, et on a d'autres exemples de monuments, le monument à Whistler aussi, auquel il a travaillé avec enthousiasme, et puis en 1908, il s'arrête. Là encore, il ne sait pas comment terminer, et le monument reste inachevé jusqu'à la fin de sa vie. Alors pour les petits groupes, c'est moins visible parce que d'abord c'est plus facile de les terminer si on veut, qu'il a dans ses stocks tout ce qu'il faut comme petits bras, petites jambes, petits éléments pour compléter le groupe. Mais de toute façon, le réalisme ne l'intéresse plus et je pense profondément qu'à partir d'un certain moment, il veut aller aussi vite que l'idée. C'est bien pour cela qu'il prend des plâtres qui existent déjà et qu'il les juxtapose et qu'ensuite il les donne à son atelier pour les traduire en matériaux plus définitifs. Mais Rodin s'est assez peu exprimé. Donc, ensuite, on a les œuvres qui sont dans les réserves du musée Rodin, puisque Rodin, ayant donné toute son œuvre à l'État français, on a tout de même la chance d'avoir plusieurs milliers de plâtres dans les réserves du musée, ce qui permet d'étudier Rodin comme on ne peut étudier aucun autre sculpteur, vraiment en suivant toutes les étapes de la création. Mais malgré tout, si vous voulez, il y a ce langage des œuvres, il y a donc ce qu'on peut glaner à gauche, à droite, mais il nous manque, ce qu'on aimerait avoir, c'est la voix de l'artiste. Quand il parle dans des conversations, des livres de conversation, il a une sorte de naturalisme assez simple, assez naïf. Oui, c'est voilà. sûr. Oui. Et même dans les retranscriptions ne force visiblement pas dans le sens de l'intellectualisation. Et ce que tu dis, c'est ça, oui. Et après tout, sa vie... c'est-à-dire la nature et le côté vital, ça n'est pas simplement de l'énergie. À un moment donné, s'il est usé, il exerce son droit de jugement pour dire, bon, bah, écoute, je ne résous pas le problème, voilà, c'est comme ça. En outre, il a l'autorité pour le faire. Mais donc la vie a aussi sa courbure, d'une certaine manière. Oui. Et puis, il y a l'esprit du temps. Parce que Rodin, il est plongé en plein dans le milieu symbolisme, enfin, dans tout ce milieu de la fin du siècle. Il a des contacts avec ces gens. Lui est assez rustique, mais enfin, il a des amis qui, eux, ne le sont pas du tout. Donc, malgré tout, tout ça aussi doit influer sur lui. Je ne pense pas que Rodin ait lu Bergson, hein, mais il avait tout de même dû en entendre parler. Ça avait dû rejoindre des choses qu'il sentait relativement confusément. Et c'est comme Simmel. On voit bien que la relation, c'est plutôt Simmel vers Rodin que l'inverse, en réalité. C'est ce qu'un essayiste ou historien, et historien d'art aussi, Arthur Danto, appelle l'atmosphère d'interprétation. Oui. Ça doit l'envelopper, il doit y prélever ce qui lui convient, au fond, de manière extraordinairement pragmatique, pour fabriquer du jugement et de la décision. Alors, il y a des questions. Il y a une question là-bas.